Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo traditionnelle d'avant-match en jeu. Sauf que là on joue un petit peu notre saison et j'aimerais rappeler qu'on a gagné que 1-0 à l'aller. Je trouve que sur les réseaux sociaux, les supporters parisiens, ils sont allés un petit peu fort en termes de confiance, même si ça veut rien dire, puisque du côté du club, tout a été bien fait, les joueurs ont maîtrisé leur communication et je pense que mentalement, ils sont bien. Ça, c'est évidemment un bon point, toujours meilleur que ce qui va suivre. Et ce qui me fait allumer la caméra plus tôt dans la journée, je parle des informations qui concernent Kylian Mbappé, une valse entamée par RMC Sport, suivie du Parisien et enfin du journal L'Équipe. Tout ça nous donne évidemment des sueurs froides puisque Loïc Tanzi a annoncé qu'il a pris un coup à l'entraînement du jour et qu'il y a des examens à venir pour déterminer une potentielle blessure ainsi que sa nature. Le Parisien a confirmé d'abord, puis précisé qu'il a pris un coup au pied avec un partenaire lors d'un choc tout simplement et qu'il a dû écourter sa séance du jour. Et enfin le journal L'Équipe annonce qu'il n'est pas incertain mais très incertain pour mercredi soir au Santiago Bernabéu, et qu'au début, le club craignait une fracture. Au final, les premiers examens n'ont pas confirmé cette tendance. Pas de fracture pour Kylian Mbappé. Ça aussi, c'est un bon point, mais dans tous les cas, le flou est immense, tout comme les sueurs froides, les interrogations aussi tactiques. Et si on imagine la pire des hypothèses, bien sûr que c'est la pire des choses qui puissent nous arriver. C'est potentiellement le meilleur joueur du monde actuellement, très certainement notre meilleur joueur, celui qui fait tout en attaque en fait. Si on doit marquer, aujourd'hui on pense que à Kylian Mbappé, on pense pas à Neymar parce que dans le dernier tiers il a complètement perdu de sa superbe, Di Maria est monotone, Draxler est mauvais et Lionel Messi veut faire des passes décisives. Problème, là il va ni pouvoir marquer parce que tu as l'impression qu'il en est plus vraiment capable, qu'il le veut plus vraiment, ni faire des passes décisives. Parce qu'il aura personne. Et puis Icardi, bon lui, à chaque fois qu'il touche la balle, il se vautre comme une vulgaire baleine en plein milieu du terrain. C'est ridicule, c'est très très drôle. Donc ça fait peur. Ça fait peur, en plus du dilemme du milieu de terrain. Mais bon, j'ai envie de dire, cette spirale est un petit peu négative. On connaît le PSG. Moins on les attend, plus on a des merdes, et plus ils performent, plus ils nous surprennent. Ça, c'est une équation qui nous colle à la peau, et ça peut permettre de relativiser. Maintenant, d'un point de vue tactique, je vois rien quoi. Je vois rien qui puisse nous donner le sourire. Parce que rien que la présence de Kylian Mbappé, qu'il soit bon ou pas sur son match, rien que sa présence sur le terrain fait que l'équipe adverse joue 20 mètres plus bas. Voilà, la ligne défensive est beaucoup plus précautionneuse. Et puis surtout, dans les 1 contre 1, ce joueur nécessite de la part de l'adversaire un plan spécial, tout simplement pour lui, d'1, 2, voire 3 joueurs. Alors le Real, ce sera 1 voire 2 joueurs. On rappelle quand même qu'il a fait l'amour à Carvajal, que dis-je, Carnaval, évidemment, on espère que ce sera la même au Santiago Bernabéu, mais s'il n'est pas là, ça va être un petit peu plus compliqué, parce que le Real, en plus, la conjoncture, le but à rattraper, fait qu'ils vont automatiquement devoir jouer plus haut, donc ça ne nous aide pas, bien sûr. Et puis surtout parce que les autres, c'est que de l'incertitude, quoi. On va y revenir plus tard, mais tous les autres, on peut pas miser grand-chose sur eux. On ne sait rien de ce qui va se passer. On sait juste que ce sont de grands joueurs qui sont capables de se hisser à leur meilleur niveau, de faire la différence sur un match, mais qui l'ont plus prouvé depuis une éternité, on a l'impression. Tellement ils sont mauvais cette saison, tout simplement. Bref, on va revenir sur la compo idéale pour ce match. Si, je vois aussi une autre piste pour relativiser. Si on imagine le meilleur, enfin le pire et le meilleur, pas d'Mbappé, mais on se qualifie quand même. Et surtout, on gagne au Santiago. Parce que, bon, tu fais match nul ou tu perds. Techniquement, compliqué de se qualifier en perdant là-bas. Mais, imagine, tu te qualifies. Tu as prouvé quand même que même sans ton meilleur joueur, tu es capable. Voilà. Ça peut aussi être un bon point, mais on a l'impression que c'est quelque chose qui est à des années-lumière de l'instant T, en fait. Je précise, je parle à 16h tout pile, lundi, pour ceux qui regarderaient la vidéo plus tard, concernant les informations sur Kylian Mbappé. Restez parce qu'on va envisager toutes les hypothèses, bien sûr. Peut-être qu'au moment où vous regarderez la vidéo, il y aura une d'entre elles qui se sera réalisée. Commençons la composition idéale avec le poste de gardien, évidemment, entre Navas et Gianluigi Donnarumma. Navas qui était titulaire contre Nice samedi soir. Alors, à chaque fois, il nous fait le coup, Pochettino. Il titularise un des deux sur le match d'avant l'échéance, et pour l'échéance, il titularise l'autre. Je comprends pas ça, en fait. Pas de régularité, bon, c'est un peu bizarre. Je crois que contre City à l'aller, Donnarumma, il n'est pas titulaire à Montpellier juste avant. Pareil, pour le match aller, tu titularises Navas avant, mais Donnarumma. Et là, Navas,
Et du coup, si on suit la logique, ça devrait être Donnarumma. Mais j'ai envie de prendre à contre-pied ça. Vous savez très bien que pour moi, Donnarumma est au-dessus de Navas aujourd'hui. Pas de problème dans la balance. Et pour le futur et tout ça, c'est mon chouchou en plus. Je trouve qu'au-delà de ça, Navas, ça ne lui réussit pas vraiment, hein, la concurrence. Mais c'était déjà une petite baisse de régime qui se constatait sur le match contre Manchester City. Revoyez les buts qu'on prend au Parc des Princes, notamment le centre, c'est De Bruyne, je crois, qui fait le centre fuyant qu'on prend. Navas, au début, enfin, sur le coup, évidemment, il sortait de prestations ahurissantes, donc on l'a un petit peu épargné, mais avec le recul, voilà quoi. Et puis aujourd'hui, il y a eu 3 buts en une mi-temps contre Nantes, il y a eu un rouge aussi à l'aller contre Nantes, il y a eu des buts un petit peu bizarres, une gestion de la profondeur, en fait, qui est mauvaise que quand Keylor Navas est là. Donc ça, évidemment, c'est pas un hasard, je pense, mais quand même, là, cette double confrontation, si tu mets Donnarumma sur les 2 matchs, là, tu fais un choix très clair, en fait. C'est plus de la cohabitation. C'est Donnarumma 1, Navas 1 bis. Et pour moi, au moins jusqu'à la fin de la saison, il faut que les deux soient numéro 1. Il faut du 50-50 pour éviter de s'attirer des ennuis. Jusque-là, ça marche bien. N'allons pas nous tirer une balle dans le pied. Je pense très sincèrement que si Pochettino titularise Donnarumma au Santiago Bernabéu, dans sa gestion, il se tire une balle dans le pied. Jusque-là, j'en ai même fait une vidéo. Il a super bien géré tout ça. Les gardiens, c'est vraiment très bien. En plus, il n'a rien demandé. Le recrutement de Donnarumma, il ne l'a pas voulu. Alors évidemment, ça n'en reste pas moins un excellent recrutement. Mais c'est vrai que tout entraîneur, c'est la dernière des choses qu'il demande en fait, une cohabitation de gardiens. Tout le monde le dit, c'est quelque chose de mauvais, et il ne faut pas que ça dure plus d'1 an. Donc déjà cet été, il va falloir faire un choix, à savoir envoyer Navas quelque part, Newcastle, la MLS ou je ne sais quoi, et faire de Donnarumma ton numéro 1, parce que ça ne peut pas durer comme ça une éternité. Là, pour le match contre le Real, je titularise Navas quand même. Même si dans ma tête, en termes de niveau et tout ça, et de performance, c'est Donnarumma qui est au-dessus. Maintenant, il faut quand même penser à l'équilibre futur jusqu'à la fin de la saison du groupe, et je mets Navas. Au poste de latéral droit, bonne nouvelle, Achraf Hakimi a repris l'entraînement hier dimanche, il a participé à l'entraînement collectif aujourd'hui. Il devrait être présent, et au vu de son match aller, c'est plus qu'une bonne nouvelle. Il avait littéralement mangé Vinicius Junior, ça fait plaisir, défensivement il a été très très bon, et offensivement dans cette animation à 3, ça ne trahit pas en fait. Les deux avec Nuno ont fait un bon match, parce qu'on jouait à 3. Et encore une fois, on a vu ce dispositif contre le Real à l'aller, alors que c'était pas du tout travaillé en amont en match, quoi. Peut-être qu'ils l'ont fait à l'entraînement, mais sur les matchs d'avant, on n'a pas du tout vu ça. Et pareil, sur les matchs d'après, on n'a pas confirmé du tout dans ce dispositif. Je comprends pas trop. D'un point de vue tactique, tu fais quelque chose qui réussit en Ligue des Champions, mais t'essayes pas de le perfectionner un petit peu en Ligue 1. Et je suis persuadé que Pochettino va le ressortir comme ça du tiroir. Le foot, j'ai pas l'impression que ce soit vraiment une histoire de dispositif que tu mets au tiroir, hop, tu ouvres le tiroir à chaque grosse échéance, tu vois ce que je veux dire. C'est un peu du même acabit que je mets Neymar au frigo, je le ressors juste pour le match aller au Borussia Dortmund, et au final, il te fait un match mauvais, parce que lui, déjà, n'avait pas envie d'être au frigo, et parce que c'est pas le foot, c'est pas la nature du foot en fait. Tu peux jouer, tu joues, tu trouves un bon dispositif, t'essayes de le perfectionner à chaque match en fait. Ça, j'aimerais un petit peu le critiquer. Personnellement, j'opterais pour ce système à 3 mercredis. Je me présente au Santiago Bernabéu, Mbappé ou pas, avec de l'ambition, de toute façon. Et bien sûr, je pense objectivement que ça va être ce qui va se passer. À moins qu'il nous fasse un 4-4-2 ligne resserrée et qu'on défende pendant tout le match. Mais vraiment, ça repose beaucoup sur la chance. Et elle nous a souri beaucoup de fois. J'ai pas envie qu'on s'attire des ennuis avec ce système qui me paraît un petit peu bancal quand même. Hein. Le fait de défendre sans vraiment défendre, d'être acculé dans ta surface, pas savoir te placer, te prendre 30 tirs en une mi-temps, avoir un gardien miraculeux et tout ça, c'est pas une option qui me semble pérenne. Bref, Hakimi, la charnière centrale, Kimpembe Marquinhos, il a brisé la dynamique, tiens, contre Nice samedi, puisqu'il a mis Diallo. Alors c'est une bonne nouvelle parce que Diallo, 0 minutes en 2022, on commençait un petit peu à s'inquiéter. Il a fait une bonne CAN, il faisait des bons matchs fin 2021. Kehrer, lui, était au contraire sur une pente descendante après avoir fait de bonnes performances début janvier. Et du coup, Kimpembe n'était pas là samedi. Marquinhos, capitaine courage, là, on ne s'arrête pas sur lui, bien sûr. Kimpembe, pareil, qu'ils prennent des risques à la relance, parce que dans le système A3, ils sont d'autant plus importants, les deux là. Marquinhos, ses ballons pieds en rupture, on les connaît, c'est dommage en fait, tu vois. Tout te ramène à Kylian Mbappé, parce que Marquinhos se connecte bien avec lui pour prendre la profondeur de manière directe, quand il y a trop de densité au milieu de terrain. Et on sait que le Real joue à 3 milieux, donc qu'il y en aura, justement. Et surtout qu'on va jouer avec Neymar et Lionel Messi, qui eux vont aller comme des bleus, bien dans la densité, bien se vautrer là où il y a du monde, là où tu as du 1 contre 1, alors qu'ils n'ont plus le jus pour les gérer.
même si bien sûr c'est la Ligue des Champions, il y aura plus d'espace que contre Nice et il devrait quand même réussir plus de choses que samedi soir, surtout parce que normalement il devrait afficher un autre niveau de performance. À gauche, Nuno Mendes, voilà, parce que je l'adore, il est incroyable, on espère qu'il va continuer, on espère pour lui qu'il y aura du coup le dispositif à 3, qu'il soit aussi entreprenant devant. C'est vrai qu'en fait, l'évolution pour moi, il est arrivé, il faisait de bonnes choses, des bonnes performances, sans plus. Il y avait aussi des moments de trou et tout ça, il y avait des gens qui l'adoraient, d'autres qui le critiquaient, même des médias qui sont quand même allés très très fort avec lui et qui aujourd'hui retournent bien leur veste, hein. Le Parisien, voilà, je crois que juste avant le match retour contre City, ils font un article bien assassin sur lui. En plus du journal L'Équipe qui lui mettent des notes mais absolument catastrophiques, quoi. 4 sur 10 quand il fait un bon match, 3 sur 10, pareil, des notes ahurissantes. Bref, il n'est pas aidé, mais il a quand même évolué. Au début, il n'avait pas vraiment un gros volume de jeu et de course. Là, son volume de course a quand même bien évolué. Tu sens qu'il est moins timoré et qu'il n'hésite pas à aller dans le dernier tiers, à prendre la profondeur, à demander dans les intervalles, donc qu'il continue à faire ça parce que ça fait mal à l'adversaire, parce que ça nous donne des situations de supériorité numérique à exploiter, parce qu'il arrive à se connecter avec Mbappé. De l'autre côté, je pourrais dire de même d'Achraf Hakimi, mais le problème c'est que tes situations de supériorité, tu les niques à chaque fois avec Di Maria et Messi qui forcent à jouer entre eux. Bref, au milieu de terrain, Marco Verratti, le métronome, celui qui, évidemment, fait une année 2022 pour l'instant remarquable. On prie pour qu'il ne se blesse pas et qu'il reste à ce niveau de performance. Mais ça, c'est une science exacte. S'il est sur le terrain, il gardera ses performances. Il a pissé sur absolument quasi tous les milieux d'Europe. Voilà, il a des références contre tout le monde. Donc arrêtez de le comparer à n'importe qui. Bien sûr, il y a les blessures, l'hygiène de vie et tout ça. Aujourd'hui, on n'en parle pas parce que c'est révolu depuis 2 mois. On touche du bois. Non, 3 mois, pardon. C'est incroyable. Bref, et s'il continue comme ça, je suis très sérieux, hein. Mais déjà, il faudra qu'il soit dans les 30 du Ballon d'Or. Et pourquoi pas dans les 10, parce qu'il est absolument phénoménal. Rendez-vous compte quand même du niveau de performance affiché au match aller. On espère qu'il fera la même mercredi. Surtout, avec les bras cassés qui l'entourent. Paredes devrait être prêt. Personnellement, je pense que Pochettino va mettre Verratti en sentinelle. Et je ferai de même. Parce que le Real va presser, parce qu'ils vont jouer plus haut. Donc je pense... À moins que le Real joue comme à l'aller, mais ça me semblerait fou en fait, ce serait du suicide pour eux. Et dans ce cas-là, si au bout de 5 minutes je vois qu'ils font ça, je dis à Verratti, vas-y, joue plus haut, retourne dans ton rôle de numéro 10 hybride. Mais sur le papier, je préfère le mettre en sentinelle, qu'il absorbe un petit peu ce pressing, qui gère nos relances bien sûr. À ses côtés, Idrissa Gueye, j'ai pas trop compris pourquoi il est rentré tard contre Nice, pourquoi il a assez peu joué finalement depuis son retour de la CAN, quand tu vois qu'un Sadio Mané par exemple a enchaîné direct à Liverpool. Après, oui, le staff savent des choses qu'on ne sait pas sur les performances physiques des joueurs, mais je le mets. C'est vrai que c'est quelqu'un qui en termes de pressing va beaucoup nous aider, en termes de repli pareil, et en fait la physionomie à laquelle on peut s'attendre colle avec ses qualités. À l'aller, à la limite, je comprenais les gens qui disaient « Ouais, je mets pas Idrissa Gueye parce que 1, il a pas trop de rythme, et 2, on va jouer contre un Real Madrid qui va jouer bas, on va avoir la possession. » Et dans cette physionomie-là, c'est vrai qu'il sert pas à grand-chose. Lui, il est très très fort, il est mis en valeur quand on est acculé, quand on a la pression. Au final, à l'aller, c'est vrai que s'il avait été sur le terrain, je suis pas sûr qu'il aurait apporté absolument... monts et merveilles au jeu du PSG, qui était déjà fantastique sans lui. Par contre, là, normalement, la physionomie sera différente. Je pars du principe que le Real va quand même se livrer. Vous m'excuserez, surtout que Carlo Ancelotti a la pression. À leur côté, écoutez, je mets Danilo en fait. Je mets Danilo pour faire la compensation sur le côté droit, parce que c'est quelque chose qui a bien fonctionné, tout simplement. Voilà, parce qu'il fait des bonnes performances, parce qu'il se donne, parce qu'il a un bon volume de jeu, parce que dans les airs c'est une sécurité, et parce qu'il permet à Hakimi d'être un petit peu plus libre. Même si parfois en contre-attaque, on l'a vu contre Nice, il est un petit peu à la ramasse. C'est vrai qu'il manque d'explosivité et de vitesse, ça on le savait, mais dans tous les cas, son match aller, je le remets au match retour tout simplement. Donc milieu Verratti, Danilo, Idrissa Gueye. Bref, ensuite en attaque, alors là c'est là que ça se complique. Si Mbappé est là, Mbappé en pointe, Messi à droite et Neymar à gauche, avec tous les quarts d'heure des changements entre les trois. Parce que pour moi en fait Neymar, oui, les dribbles qui passent plus, les accélérations qui ne partent plus, c'est pas Pochettino. Par contre, le rôle d'ailier, isolé, plus dans l'axe et plus métronome du jeu, c'est Pochettino. Et c'est ce qui différencie de Thomas Tuchel. Alors que sous Tuchel, il était dans une bonne forme. Le Final 8, le match à Old Trafford, tout ça est brisé sous Pochettino, où il a qu'une seule référence globalement, le match retour contre le Bayern,
où il est absolument monstrueux et où il nous prouve qu'il n'y a pas besoin de faire des stats sur un match pour être homme du match. Tout simplement. Parce qu'il l'a été. Donc, je l'isole pas trop à gauche. Je le mets faux numéro 9 par moment. Voilà, tous les quarts d'heure, je change en fait. Il y en a un qui va faux numéro 9, l'autre à droite, l'autre à gauche. Bref, et puis ça permet de déstabiliser l'attaque du Real. Messi, alors, il joue à 3 en face. Et à l'aller, on a opté pour notre sentinelle qui se colle avec nos centraux. Donc, il faut un attaquant qui redescend pour pouvoir faire du 1 contre 1 de l'individuel au milieu. Je reprends ce principe parce que ça a marché en fait. Pour moi, on ne change pas une équipe qui gagne en fait. Donc, je donne à Neymar plutôt qu'à Lionel Messi le rôle qu'il avait à l'aller. À savoir coller Casemiro, aller au duel sur lui, parce que Neymar avale beaucoup plus de kilomètres que Messi, court beaucoup plus et fait des courses un petit peu plus intelligentes. Même si c'est pas trop ça, c'est c'est un petit peu mieux que Lionel Messi. Et puis parfois il fait les contre-efforts Neymar, pas tout le temps, mais ça c'est important. J'insiste toujours là-dessus parce que nos attaquants, quand ils s'investissent, ils font que l'effort, ils font pas le contre-effort et ça c'est très rageant. Voilà, si tu le fais, fais-le au bout. Neymar, il le fait le contre-effort la plupart du temps, pas tout le temps, je vous l'accorde. Bref, Neymar dans ce rôle-là, un petit peu plus dans l'axe, Nuno Mendes à gauche, qui se connecte avec Nuno Mendes. Parce que c'est vrai qu'en septembre-octobre, Neymar délaissait le latéral portugais. Je vois pas pourquoi en fait. Voilà, j'ai pas trop compris pourquoi, donc qu'il ne le délaisse pas et qu'il lui laisse prendre la largeur ainsi que la profondeur. Kylian Mbappé, bon, pareil, la profondeur, peu importe d'où. Et puis Lionel Messi, un cran plus haut, entre les lignes, tout simplement Lionel Messi, pour distribuer. Voilà, là on a compris. En fait, c'est quelqu'un qui doit distribuer, qui doit être un petit peu le métronome des 45 derniers mètres, on va dire. Pas les 30, parce qu'il tire plus trop, mais les passes décisives, on a vu qu'il est capable, il y a une vision de jeu absolument incroyable, quoi. C'est Lionel Messi. Voilà. Et il est capable de donner de bons ballons aux adversaires, et aux partenaires, pardon. Aux adversaires, ce serait ballot, mais j'ai très peur, s'il y a absence d'Mbappé, des répercussions sur Lionel Messi. Parce qu'il n'aura personne à qui donner le ballon. Et du coup, si les mecs à côté ne sortent pas la chemise, le costard, l'équipement, en fait, le casque, se mettent en mode soldat, bah, ça va être compliqué pour lui, en fait, de faire briller ses partenaires. Ses performances dépendent de ses partenaires. C'est bizarre de dire ça de Lionel Messi. Mais ça dépend de ceux à qui il distribue des ballons. Bref, si Mbappé n'est pas là, alors là, par contre, c'est une question qui est fondamentale. Par qui le remplacer? Donc, tu as 4 voies. Icardi, pour faire un petit peu du poste pour poste, Di Maria, Draxler et Marquinhos. Bon, ça, c'était pour la vanne, vous l'avez compris, mais très sérieusement, je pense que si tu as un entraîneur fantaisiste, il y a possibilité, il y a moyen, parce que techniquement, il est meilleur que tous, là. Et puis en plus, en termes de finition, bah, il a prouvé que dans les grands matchs, il est un petit peu plus clutch, on va dire, que les autres. Icardi, non. Personnellement, j'élimine direct. Flemme de jouer à 10 contre 11, voilà. Déjà qu'on risque de s'infliger une entrée de l'horrible Wijnaldum. S'il vous plaît, ne nous mettez pas une seconde couche sur le dos. Di Maria, c'est compliqué. Personnellement, pour moi, la balance entre Draxler et Di Maria est plus qu'équilibrée. J'ai mon choix, je vais vous livrer, petit suspense. Di Maria est monotone. Di Maria au match aller n'a pas fait un bon match. Il a fait un match moyen. En termes de pressing, il s'investissait dans les replis aussi. C'est ce qui a fait qu'on ne peut pas trop lui tomber dessus, voilà, qu'on ne peut pas le fracasser non plus. Techniquement, il a été simple, pas extravagant. Mais là, en ce moment, c'est vraiment mauvais, quoi. Et ça dure depuis septembre. C'est quand même une forme qui ne brise pas. On se rappelle, à l'hiver 2016, il était dans une forme mais cataclysmique, le mec. Il a brisé au mois de février avec son match contre le Barça, en fait. Et après, il a retrouvé une dynamique. Là, toujours pas. On est début mars, match retour des huitièmes, toujours pas de dynamique pour Di Maria. Rien, c'est zéro. C'est zéro, Di Maria. De l'autre côté, Draxler a fait de bons matchs, mais il est un petit peu brisé contre Rennes avant le match aller, parce qu'on a retrouvé Draxler fantomatique, en fait, qui fait pas d'efforts, qui ne court pas, qui techniquement est propre. Ça, c'est vrai. Ça, par contre, c'est sa grande différence avec Di Maria, et c'est ce qui fait que je choisis Draxler. C'est ce qui fait que je choisis Draxler. Il est beaucoup plus propre que Di Maria. Il fait peut-être des gestes plus simples, mais franchement, ça fluidifie beaucoup plus ses circuits de balle. C'est pas compliqué. C'est vrai qu'on peut en attendre plus d'un Draxler ou d'un joueur du PSG tout simplement, mais on fait avec les moyens du bord. Si on n'a pas Mbappé, personnellement, je titularise Draxler au poste d'ailier parce que c'est son poste de prédilection. Au milieu de terrain, il n'a jamais fait un bon match, il n'a pas de référence là-dessus. C'est un mythe que de dire que Draxler est bon au milieu de terrain. Je le mets en ailier. Dans les sorties de balles, il est assez propre. Pochettino lui faisait confiance la saison dernière dans les grands matchs, il le titularisait. Maintenant, il y a le clan des Argentins qui va probablement faire que ce sera Di Maria, mais personnellement, je mettrai Draxler. Je ferai une attaque Draxler. En plus, il permet à Neymar et Messi de se relayer, déjà d'être plus proches, les deux,
Voilà. Et d'intervertir au poste de faux numéro 9. Voilà, c'est-à-dire que du coup, Draxler n'a pas besoin d'être numéro 9. Donc ça enlève du temps en fait aux deux autres, Neymar et Messi, sur les ailes. Bref, voici ma compo en 4-3-3. Navas, Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Nuno Mendes, Verratti Sentinelle, Danilo, Idrissa Gueye, Draxler à gauche, Neymar en pointe et Messi. Les deux qui interchangent à rythme égaux. Voilà, et évidemment, si Mbappé est là, Mbappé à la place de Draxler est en pointe. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre 11. Je crois que mon choix de Draxler va être commenté dans l'espace commentaire. C'est fait pour ça. N'hésitez pas à me dire si vous faites pareil que moi. Et puis, je vous souhaite à tous une très bonne semaine. On va se retrouver pour le débrief de ce match. Si demain, il y a de nouvelles informations, eh bien, on fera une vidéo. Sinon, non, j'ai une vidéo Mercato qui est dans les brouillons, mais je ne pense pas la poster juste avant le match contre le Real. Tu vois, le timing est un peu bizarre. On va se la réserver pour ce week-end. Allez, bonne soirée à la Team Notif. Bonne journée à ceux qui regarderont cette vidéo plus tard. Ciao les amis.